qui venez prendre les sièges de députés au littoral, vous qui venez organiser les razzias foncières, nous allons en parler tout à l'heure, pour priver les générations à venir des enfants du littoral de leur terre légitime, vous êtes quoi? Parce que moi, j'appartiens à la catégorie qui dit de ne pas aller prendre les places des autres. L'Ouest a 25 sièges de députés. Aujourd'hui, les ressortissants de l'Ouest sont 34 à l'Assemblée nationale. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Eh bien, pour être 34 à l'Assemblée nationale, ils ont pris les sièges des Mbo, des Bakaka, des Bonkeng, des Pongo, des Bakoko, qui eux ne sont plus représentés à l'Assemblée nationale. D'un côté, nous observons une incroyable diversité qui enrichit notre société. De l'autre, il y a un malaise palpable marqué par un repli sur soi et des rivalités entre régions. Ces tensions sont accentuées par l'approche des élections présidentielles de 2025 qui suscite des passions et des divisions. Abel Elimbi Lobé exprime ici des revendications qui ne favorisent pas la nuance. Il martèle son opinion avec force et même si ce discours est souvent perçu comme tribaliste, il continue d'avoir un certain impact. Ce qu'il remet en question, c'est le pouvoir en place qui est majoritairement représenté par l'ouest du pays. Cette région est celle d'origine du président national du MRC, Maurice Kamto. Abel Elimbi Lobé qualifie non sans ironie le peuple bamileke d'envahisseur. Au Cameroun, les rivalités régionales peuvent être toxiques et alimenter des conflits au sein de notre nation. Abel Elimbi Lobé, le fait de le dire, fait de vous un tribaliste? Mais c'est eux qui le disent et je dis je suis d'accord. Je suis d'accord que je dis que les sièges des députés de la Sanaga maritime appartiennent au Bassa et au Bakoko, pas à d'autres personnes. Les sièges des députés du Sud, ils sont 11. Ils appartiennent au peuple autochtone du Sud. Et c'est ce qui se passe. Ce sont les autochtones du Sud qui siègent à l'Assemblée nationale pour représenter les peuples du Sud. Ils sont 29 à l'extrême nord. Il n'y a pas un seul ressortissant de Ngaoundéré député à l'extrême nord. Ils sont 12 au nord. Il n'y a pas un seul ressortissant du sud député au nord. Et ainsi de suite. Il n'y a qu'au littoral où les ressortissants de l'ouest, sur 19 sièges du littoral, les ressortissants de l'ouest sont 8. Sur 10 sièges de sénateurs du littoral, les ressortissants de l'ouest occupent 2 sièges. M. Kechanga et M. Flambon-Gayap. Et maintenant, les ressortissants du centre et du sud occupent aussi 2 sièges. Alors, quelle est la raison pour laquelle les ressortissants du littoral sont réduits dans leur nombre dans la fonction de représentation au profit d'autres régions? Et il n'y a que le littoral qui subit ce traitement-là. Le chef de l'État, âgé de 91 ans et au pouvoir depuis 42 ans, n'a pas encore annoncé s'il se représentera à l'élection présidentielle de 2025. Cependant, au Cameroun, la compétition politique est déjà très intense et marquée par des rivalités basées sur l'ethnie et la région. Les discours se concentrent moins sur des projets politiques concrets et davantage sur la possibilité qu'un membre de la famille d'un village accède aux ressources du pouvoir, souvent appelé la mangeoire d'Etoudi. Le nommer et l'est pour lui-même, pour sa femme, pour ses enfants et pour ses amis. Il se moque de ses voisins au village. D'ailleurs, il veut que lorsqu'il arrive au village, que tam-tam et trompette ne résonnent que pour lui. C'est d'ailleurs pour cela qu'il va tout faire pour vous maintenir dans la misère en allant dire à celui qu'il a nommé par faveur que chez moi, Monsieur le Président de la République, tout se passe bien. D'ailleurs, il vote pour vous à 100%. C'est le lieu pour moi de dire aux populations, et je vais finir par là, que chaque fois que vous acceptez que ces tricheurs, membres de l'élite prétendument locale, viennent vous demander de voter pour le régime à 100%, ils sont là par cet acte pour vous enfoncer. Parce qu'ils iront dire
à l'homme des faveurs, qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. La preuve, c'est qu'on vote là-bas à 100%. Et c'est le message que j'entends envoyer. Que lorsque vous-même vous acceptez qu'on vienne tricher pour dire que Biya mérite 100%, non, c'est à ce moment-là qu'il faut envoyer un message en dénonçant les tricheurs qui viennent de la ville, qui viennent de Yaoundé, qui sont directeurs, qui sont ministres, très souvent grands détourneurs de fonds publics et qui viennent vous narguer au quartier. Les commentaires du professeur Kouvondor arrivent à un moment opportun. Dans un Cameroun où les tensions sont nombreuses, aucune enquête d'opinion ne confirme que ces sentiments identitaires sont en train de s'intensifier, même si les autorités semblent peu préoccupées par cette situation. Malgré la colère persistante dans les régions anglophones du pays, elles ne croient pas que l'unité du Cameroun soit réellement menacée. Tout comme nous l'avons entendu lorsque les populations du nord-ouest et du sud-ouest ont commencé à crier le ras-le-bol en disant nous sommes marginalisés. Nous voulons, les avocats l'ont dit, nous voulons simplement la traduction des textes en langue officielle, plus appliquée sur le plan local. Nous voulons que les décisions soient rendues et traduites en français et en anglais. Nous voulons que les magistrats qu'on envoie dans le nord-ouest et le sud-ouest s'expriment aussi bien en français qu'en anglais pour mieux entendre les justiciables qui se présentent devant eux. Vous vous souvenez que un membre de l'élite de cet acabit, je vais le citer, M. Atanganji, est venu à la télévision nous dire il n'y a pas de problème. Le régime de Paul Biya a tout fait. La preuve, il m'a nommé. Il a nommé les fils du nord-ouest et du sud-ouest. Dites-moi, Boni Philippe, vous pensez qu'on résout des problèmes avec des nominations individuelles? Depuis 2016, cela fait maintenant 8 ans que la guerre tribale, la guerre brutale a commencé et les autorités n'ont pas réussi à y mettre un terme. Cette violence a déjà coûté la vie à plus de 6000 personnes, d'après les chiffres fournis par l'ONG Human Rights Watch. Dans certaines zones confrontées par les séparatistes, on peut observer une certaine accalmie, mais la situation reste très difficile pour les habitants des deux régions anglophones. Même dans les grandes villes de ces deux régions, les populations sont souvent contraintes de vivre sous ce qu'on appelle des ghost towns. Ces opérations villes mortes imposées par les séparatistes obligent les citoyens à fermer leurs marchés et commerces au moins une fois par semaine. Cela crée un climat de peur et d'incertitude qui pèse lourdement sur la vie quotidienne de ces citoyens. Nous avons des frères qui perdent leur vie depuis 2016. Vous allez me dire que si M. Biya avait voulu que cette guerre cesse, laissez-moi vous dire qu'en réalité, elle aurait pris fin depuis. Donc, il ne faudrait pas surfer là-dessus. On décrète la fin d'une guerre. On décrète seulement la souffrance des Camerounais. Dans son dernier rapport, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, connu sous le nom d'OCHA, indique qu'au moins 638 421 personnes ont dû quitter leur domicile à l'intérieur du pays à cause de la violence qui sévit dans les deux régions anglophones. De plus de 63 204 personnes ont cherché refuge au Nigeria pour échapper à cette situation. Pour l'année scolaire 2023-2024, par exemple, les groupes armés ont menacé ceux qui souhaitaient retourner en classe, incitant au boycott des écoles. Cette menace a créé un climat de peur parmi les parents et les élèves. Selon OCHA, au cours des 6 premiers mois de 2023, on a enregistré au moins 13 incidents violents visant des établissements scolaires. Actuellement, 2245 écoles dans les régions anglophones sont fermées, ce qui représente environ 36% des écoles dans cette zone. Cette fermeture massive d'écoles affecte gravement l'éducation des enfants et l'avenir de toute une génération. J'ai toujours dit que je ne comprenais pas, je n'ai jamais compris la crise de la guerre que nos frères ont décidé de mener. Parce que pour moi,
quelque part, ça a donné un prétexte à ce pouvoir mortifère de légitimer la violence. Il aurait fallu, et mon frère en parlait tout à l'heure, il aurait fallu poser des problèmes au niveau national. Il faut poser des problèmes en termes d'accès de tous les Camerounais. C'est ça le sens de la République. La République n'est pas une juxtaposition d'identité ethnique et tribale. Or, ce pouvoir, ce gouvernement a donné une idée, l'idée selon laquelle il y a un partage des ressources de la République en fonction des ennemis. Et ça, ce marchandage était strictement stratégique et politique. C'est pour voir qui me donne et pour qu'en retour, je puisse lui redonner. En 2016, des enseignants et des avocats ont commencé à exprimer des revendications liées à leur profession. Ce mouvement, au départ corporatiste, a rapidement pris une tournure séparatiste. Après un an de discussions et de tensions entre les syndicats de ces deux professions et les autorités, celles-ci ont finalement décidé de suspendre le syndicat qui était pourtant leurs principaux interlocuteurs. Face à cette crise, l'État du Cameroun a choisi de répondre par la force militaire pour faire taire les voix dissidentes. Cependant, en 2019, lors du grand dialogue national, les autorités ont tenté d'apporter une solution en proposant d'accorder une autonomie spéciale aux deux régions anglophones. Cette autonomie était déjà inscrite dans la Constitution de 1996 et devait permettre aux régions de définir leur propre politique publique en matière d'éducation et de justice. De plus, elle devrait bénéficier d'une chambre de représentants ainsi que d'une chambre des chefs traditionnels. Malgré cette promesse d'autonomie adoptée en 2019, les avancées concrètes se font toujours attendre. Les habitants continuent d'attendre des changements significatifs qui pourraient améliorer leur quotidien et répondre ainsi à leurs aspirations. In fact, more than 3 years after the major national dialogue, the cosmetic resolutions adopted at these meetings have shown that they are not the long-awaited solution to the conflict. For the Cameroonian Renaissance Movement, CRM, as we have stated on several occasions, the Anglophone question and its generated conflict cannot be sustainably resolved by arms. I, therefore, reiterate the urgent need to finally organize a genuine and inclusive national dialogue, including the participant of those who claim to be of the southern Cameroons, during which the form of the state and the introduction of federalism will be particularly discussed. Les autorités croient fermement qu'un véritable sentiment national unit les Camerounais dans un mélange riche et diversifié. Dans ce pays, on trouve pas moins de 250 langues qui s'entrelacent, une incroyable richesse linguistique, deux grandes religions monothéistes, le christianisme et l'islam cohabitent harmonieusement avec les croyances animistes traditionnelles. De plus, les anciennes colonies britanniques et françaises se sont unies pour former une nation unique où les traditions sahéliennes du Nord se mêlent aux coutumes de communautés vivant dans les forêts du Sud. Au Cameroun, la diversité culturelle et linguistique n'est jamais considérée comme un sujet tabou. Au contraire, elle est célébrée et souvent mise en avant par les humoristes. Des générations de comédiens ont su tirer parti de ces différences pour divertir le public. Par exemple, Jean-Michel Cancan s'est fait connaître en moquant avec humour la radinerie Bamileke, tandis que Cindy Minja s'est amusé à caricaturer les manières des habitants des zones rurales du Nord. Cette capacité à rire de soi-même et des autres contribue certainement à renforcer le tissu social et à créer des liens entre les différentes communautés. Mais à qui allons-nous vendre? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on?
Cependant, ces dernières années, le modèle d'unité nationale du Cameroun a commencé à montrer ses faiblesses. Les fractures entre les différentes communautés sont devenues si prononcées qu'elles ne suscitent plus le rire, mais plutôt l'inquiétude. L'arbre de la nation camerounaise, qui semblait autrefois solide, dissimule aujourd'hui une forêt dense de micro-nationalités. De nombreuses associations villageoises expriment constamment leur mécontentement, réclamant leur juste part des ressources et des opportunités. Le Cameroun évolue donc dans un contexte où les revendications ethno-régionalistes dominent la scène publique. Les anglophones, par exemple, se sentent souvent laissés pour compte. Ils estiment avoir été discriminés et n'avoir jamais eu accès aux postes les plus influents du pays. Dans leur lutte pour la reconnaissance, ils soulignent qu'ils n'ont jamais occupé des fonctions clés telles que le secrétariat général de la présidence de la République ou les ministères essentiels comme celui de la défense, des relations extérieures ou de l'économie. De plus, ils n'ont jamais dirigé les forces de sécurité comme la gendarmerie ou la police. Les grandes entreprises stratégiques telles que la Société nationale des hydrocarbures, la Société nationale de raffinage Sonara ou le port autonome de Douala n'ont également jamais eu d'anglophones à leur tête. Les problèmes anglophones, nord-ouest et sud-ouest, c'est un problème triste. Personne ne m'a jamais appelé pour me demander. Bon, vous êtes quelqu'un qui a vécu tous les étapes, mais peut-être même dans les archives de votre père. Comment voyez-vous ce problème? C'est pour ça que je suis sorti du grand débat. Exactement. Ouais, je suis sorti de là parce que it was a farce. Moi, avocat de plus de 40 ans d'ancienneté, je vais m'asseoir dans une salle, je n'ai pas la parole. Traditionnellement, le poste de Premier ministre au Cameroun a toujours été occupé par des anglophones. Cependant, malgré cette position, ces derniers déplorent le manque de ministères à plein exercice et de secrétaires et de secrétariats d'État. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que dans les cercles du pouvoir à Yaoundé, il est bien connu que certains ministres choisissent d'ignorer les convocations au conseil de cabinet organisées à la primature par Joseph Diangote depuis sa nomination en 2019. Certains vont même jusqu'à qualifier ce poste de transparent et inutile. En somme, bien que le Premier ministre soit originaire d'une région anglophone du Cameroun, son rôle semble largement insignifiant au grand bonheur des acteurs politiques qui s'en moquent ouvertement. Humilié, parfois publiquement, par des membres de ce qui est supposé être son équipe gouvernementale, le Premier ministre tente de s'occuper comme il peut par l'inauguration en grande pompe d'un lycée à Bogo, dans la région de l'extrême nord, pendant que le pays, dont il est censé coordonner les actions de développement au niveau national, tombe en décrépitude. Le Premier ministre du Cameroun, en 2023, sa plus grande préoccupation était de tomber amoureux, d'organiser le mariage et de faire les selfies dans un mariage pompeux avec les ministres, c'est-à-dire dans un pays où les Camerounais souffrent le martyre, sont dans la misère, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de route. La préoccupation de celui qui doit implémenter la politique de la nation, c'est un jouisseur, parce que danser, organiser le mariage, c'est l'activité principale des jouisseurs. Je n'ai pas dit qu'il n'a fait que ça. À chacun son prisme d'observation. Il a aussi gros bonheur. Ce que moi j'ai obtenu comme prisme, ce que ce monsieur, chaque fois qu'il arrivait à son cabinet à 7h30, c'est l'un des rares, il arrive à son cabinet avant les ministres. Oui. Donc quand il arrivait à 7h30, certainement il y a le couturier qui l'attendait déjà, le master of ceremony, celui qui devait faire à manger, et puis ils organisaient son mariage. Et après ça, certainement vers midi, il les libérait. Donc voilà l'image d'un Premier ministre du Cameroun. Que voulez-vous donc pour 2024? Allez savoir. Dans l'ombre, plusieurs proches de Paul Biya, comme Paul Atanganji, secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, ne refuseraient pas un poste de premier anglophone ministre de la Défense. Avant lui, Peter Mafani Moussongue avait un temps nourri l'ambition de présider le Sénat tout en dirigeant
le groupe parlementaire RDPC à la Chambre basse. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, une institution souvent perçue comme inutile. Mais les anglophones ne sont pas les seuls à exprimer leurs préoccupations concernant leur faible représentation au sommet de l'État. En 2002, les 3 régions du Nord avaient déjà entrepris un comptage des leurs dans la haute fonction publique et à la tête des forces armées ainsi que dans le gouvernement. Depuis lors, cette situation s'est aggravée et a mis en lumière les limites d'un système de répartition des ressources nationales basé sur des critères ethno-régionalistes. Il existe au Cameroun aujourd'hui un comportement qui est une dérive qui va porter lourdement atteinte au vivre ensemble, qui est que des groupes communautaires s'organisent au détriment d'autres groupes. Je reviens sur la question politique qui elle-même est liée à la terre. Est-ce que c'est par hasard que les représentants des peuples autochtones du littoral qui devraient s'asseoir là où le gouvernement s'assoit pour répondre de la manière dont le pays est gouverné, cet endroit s'appelle l'Assemblée nationale? C'est pour rien que les peuples autochtones du littoral sont remplacés progressivement par une seule communauté. Quand je dis que sur les 19 sièges de députés du littoral, 8 sont originaires, les gens qui occupent ces sièges sont originaires de l'Ouest. Ils ne sont pas originaires de l'extrême nord. Ils ne sont pas originaires, ils ne sont pas des Peuls. Ils ne sont pas des Tikars. Ils ne sont pas des Boulous. Ils ne sont pas des Makars. Ils sont des Bamileke. C'est ce qu'ils sont. Si le Pierre n'est pas Tikar, il est Bamileke. Ngancham n'est pas Tikar, il est Bamileke. Il n'est pas là par hasard. Ndjemeni n'est pas Tikar, il n'est pas Boulou. Ndahar Isaac n'était pas Boulou. Etc., etc. Il y a une organisation dans le RDPC, comme dans certains autres partis à connotation tribale, qui veut qu'on fasse jouer le vote communautaire au détriment des populations autochtones. Au-delà des revendications exprimées ici par Abel Elimbilobert, une nouvelle vague de réclamations émerge des départements du Mbam et Inubu ainsi que du Mbam et Nkim, situés dans la région du centre. Dans un mémorandum acéré, des membres influents de ces 2 circonscriptions informent l'actuel président de la République, Paul Biya, dont il anticipe déjà la candidature pour le prochain scrutin présidentiel, qu'il ne souhaite plus être considéré comme les laissés pour compte du renouveau. Ce mémorandum a été élaboré à l'issue d'une réunion rassemblant des jeunes professionnels, des entrepreneurs, des chefs traditionnels, des intellectuels et des leaders d'opinion originaires des 2 départements. Cette rencontre avait pour objectif de dresser un bilan de 40 ans de relations politiques avec le renouveau biaïste. Écoutons dans cet extrait l'analyse du professeur Pierre Alaka qui se déclare en faveur de ce référendum. Ce mémorandum, de mon point de vue, est républicain. Je m'arrêterai au niveau des infrastructures. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons le triangle de la mort. Douala, Bafoussam, Yaoundé, ou si vous voulez, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Pourquoi on garde ce triangle de la mort alors que l'Ombam est au centre de ce triangle de la mort? Pourquoi? Parce que vous avez la route Ndiki, Yengi, Yabassi, Chelui, Douala. À tout casser, si cette route est ouverte et si c'est 150 km, on est à Ndiki. Or, Ndiki est à moins, je dis 1h30, pas 150 km. 1h30, on est à Ndiki de Douala. Pour celui qui veut aller à l'ouest, parce que Ndiki est à 30 minutes de Bafoussam. Donc, on sera de Douala à Bafoussam, en passant par Lombam, à 2 heures de temps de Bafoussam. Première chose. Deuxième chose, il y a le tronçon Douala, Bafia, par Boumiebel.
c'est-à-dire qu'à peu près 60 petits kilomètres à goudronner. On sera ainsi, celui qui va à Bafia, au lieu de faire 8 heures de temps en passant par Yaoundé ici, va faire 2 heures de temps, il est à Bafia. Et Bafia est à 1h30 de Bafoussam. Ça veut dire que le Camerounais qui quitte Douala pour Bafoussam sera à pratiquement 3h30 de Bafoussam, alors qu'aujourd'hui il doit faire 7 heures, 8 heures, avec le col de Batié, avec la falaise de Tchang, dont on connaît les hécatombes. À la lumière des interventions et de l'analyse globale de la situation du pays, il est devenu évident que le Grand BAM, qui compte 2 départements, a été systématiquement floué, trompé et marginalisé sous le régime du renouveau. Son état politique actuel suscite de vives inquiétudes. Pourtant, malgré sa proximité à seulement 2 heures de route de la capitale politique, le Grand BAM a toujours été perçu comme la première ligne de défense contre les assauts répétés de l'opposition virulente provenant des régions du nord-ouest et de l'ouest, comme le souligne le document. Voilà, les Mbamouas se demandent, mais quelle est donc cette volonté d'atteindre l'émergence en 2035 si on ne commence pas par des infrastructures, si on ne commence pas par la vie des Camerounais qui consiste à leur donner des itinéraires qui leur empêcheraient d'aller vers la mort. Or, ces itinéraires, tous, passent par l'Ombam. Et maintenant, la deuxième idée, c'est que l'Ombam est un grenier agricole du Cameroun. C'est un bassin, je peux même dire que c'est le plus grand bassin. Vous ne vous rendez pas compte parce que l'Ombam est enclavé. Et à côté de ça, si on ouvre Dirk-Bafia sur la route de Bafoussam, sur la route Bafia-Bafoussam, Dirk est à moins de 35 km de Bafia. Il y a un petit pont de 80 mètres qu'il faut mettre. Eh bien, Dirk est un bassin agricole incroyable. Je crois que même c'est les premiers producteurs de cacao là-bas chez nous. Avec Ngoro à côté, qui a également un petit pont à faire de moins de 90 mètres. Si on faisait tout ça et on reliait sur le plan infrastructurel ces localités qui sont des gros bassins agricoles, l'Ombam peut nourrir tout le Cameroun. L'Ombam va nourrir Yaoundé à 1h30. L'Ombam va nourrir Douala à 2h également ou à 1h30. Maintenant, si on raccorde à ça, à partir d'Ombessam, Bangassina, Ntoui, pour retrouver la nationale, je crois numéro 15, qui arrive aujourd'hui à Tibati, donc, dans la Damawa, on aura donc la possibilité, l'Ombam aura la possibilité de nourrir non seulement Yaoundé, Douala et autres, mais aussi tout le Grand Nord. L'Ombam se demande donc, les Mbamouas se demandent donc, mais pourquoi on ne peut pas privilégier ça, ce qui va annuler le triangle de la mort qui nous fait pleurer tous les jours? Le professeur Messanga Nyamding, ancien membre du comité central du RDPC, n'a pas manqué d'observer les règles qui régissent cet équilibre délicat. Il propose ici une analyse approfondie de la situation du Grand BAM. On y découvre également certains fils imminents du BAM ayant occupé des postes prestigieux au sein du gouvernement. Quand vous allez dans le BAM, même lorsque vous n'êtes pas BAM, quand on vous dit « Ben pardon », tout le monde vous dit oui. Justin Dioro, tout le monde vous dit oui. René Sadi, tout le monde vous dit oui. Bidjas Angon, tout le monde vous dit oui. Mais pourquoi vous refusez que cette mémoire ressurgisse? Et quand on va plus loin, avec la rigueur de la géopolitique administrative, moi je voudrais quand même qu'on aille circonscrire cette affaire parce que Grand BAM, c'est pourrir l'ensemble des choses. Mais quand on dit que c'est un problème d'abord du Mbam et Inobu, parce que quand vous observez du point de vue, avec beaucoup de rationalité, avec une dynamique épistémologique, c'est-à-dire la capacité à repenser le fait politique dans le Mbam, c'est une guerre dans le Mbam et Inobu qui regroupe le plus souvent certaines communautés, celle de mon frère Alaka, les Yambassa, les Banen et puis les Bafia. Les Bafia. Moi, je dois le dire, je le dis avec autorité, parce que j'ai beaucoup écrit dessus, j'ai été un collaborateur politique du chef de l'État, et je sais ce qui se passe aussi dans le Mbam. Et quand on va donc à la notion d'élite,
Bon, quand vous nous invitez ici sur le plateau, c'est pour éclairer l'opinion. Il s'agit d'un problème d'élite, d'abord. Oui, pour dire quoi? Pour dire que, en réalité, le gouvernement a tout donné à Semba-Moi, surtout ceux du Mbamenu. Mais qu'ils arrêtent. Parmi ces élites ayant bénéficié de tels honneurs sous l'ère de Paul Biya, Camille Mouté Abidias se distingue en tant que directeur général du Fonds national de l'emploi du Cameroun. Il occupe ce poste depuis 1991, plus de 30 ans, un véritable exploit. Cet homme politique est un fidèle allié de Paul Biya, ce qui pourrait expliquer sa longévité à ce rôle. Le directeur général le plus ancien de la République du Cameroun s'oppose fermement aux revendications exprimées par ses concitoyens du Grand Bam. Écoutons-le dans cet extrait de Vision 4. À mon avis, en tant que patriarche du Mbam, n'engage que ces jeunes gens que je ne connais même pas. Ils se reconnaîtront et ils sauront que le patriarche condamne ça. Dans nos traditions, vous n'avez jamais vu un enfant qui, parce que le père ne lui a pas donné le pain, ou ne lui a pas donné une chose qu'il estime légitime, aller se mettre dans la cour, aller se mettre dans la rue, aller invectiver le père dans la rue et tout en invectivant ses propres frères. Quelque chose d'extrêmement négatif. Ce n'est pas ça ce que nous, les patriarches Mbamois, essayons de construire. Et quand on dit le Bam n'a rien eu, ça veut dire que moi, c'est une négation de ce que moi-même, je suis le plus vieux directeur général de la République. Même s'ils pensent que je n'ai rien fait pour eux, mais au moins le Bam a eu un directeur général qui est le plus ancien, c'est-à-dire que le président de la République a gratifié le Mbam d'un directeur général qui est le plus ancien des directeurs généraux. Le Mbam n'a pas eu un vice-président de la République. Le secrétaire général de la présidence, c'est qui? Secrétaire général de la présidence avec une délégation de pouvoir permanente et tout. C'était pas un bon moment, dès que le président a pris le pouvoir. Combien de ministres des Finances? Combien de ministres dans des postes importants de la République? Combien de ministres? Combien de... Et même au moment où je parle, est-ce que le Mbam n'est pas représenté dans la gouvernance de ce pays? Les Mbamois en quête de reconnaissance affirment avoir voté de manière aveugle et massive en faveur du président Paul Biya, ainsi que des candidats soutenus par son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Cependant, les signataires du mémorandum estiment que le régime a été peu reconnaissant envers les fils et filles du Grand Bam. En 92, le Mbam a démontré sa force et a refusé de donner ses voix au RDPC. On a eu un député UPC Bikéké, on a eu un député UNDP Ombemoa Ombessa, et pratiquement tout le Mbam était tombé, y compris dans les municipalités, dans l'opposition. Et conséquence, ou alors résultat, Bokito par exemple a eu son premier ministre, son tout premier ministre, Mandela Mbassa. Alors, je pense que les rédacteurs se souviennent de ça et se disent, de toute façon, dans ce pays, et c'est d'ailleurs biblique, Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera, puisque nous sommes dans une république où il y a un leader que nous tous, nous reconnaissons, c'est le président de la République. C'est lui qui donne, c'est lui qui retire. Leur soutien pour la candidature de Paul Biya en 2025 dépend de plusieurs conditions. La création d'une région du Grand Bam qui regrouperait les départements du Mbam et Enugu, ainsi que du Mbam et Kim. La nomination de directeurs généraux pour les entreprises d'État dans les arrondissements de Bokito, Bafia, Duk, Konyambeta, Makenene, Gambetikar, Ngoro, Ndikinimeke, Ntui et Mangasina. La promotion d'un fils du Mbam au grade de général d'armée pour succéder à feu le général Yakana
Gebama, le bitumage de la route reliant Boumnebel à Bokito via Boudmakak, Ndom, l'aménagement des routes Ndikinimeki, Nikulu, Nituku et Ndikinimeki, Yemgin, l'établissement du département de l'Inubu, dont le chef-lieu serait Ndikinimeki, la construction d'un pont sur le fleuve Tayan à Konyambeta, l'élévation de l'annexe de la faculté des sciences agricoles, la FASA de Bafia, au statut d'université agricole, la création d'unités industrielles en Tui, Bokito et Makenene, ainsi que l'accès des jeunes Mbamwa aux grandes écoles, entre autres. Il faut reconnaître que ce qui est dit, au fond, est valable pour tout le Cameroun. Ce n'est pas seulement une affaire du Mbam que, semble-t-il, on veut ériger désormais en région, si on s'en tient à la demande qui est formulée dans le mémorandum. Dans les termes du mémorandum. La misère, la marginalisation, la dupérie, on la rencontre partout au Cameroun. Ceux du Nozo, ils ne sont plus nouveaux des mémorandas, ils ont pris la voie insurrectionnelle pour crier leur ras-le-bol. Nous en avons marre. Nous sommes marginalisés, nous sommes meurtris. Allez dans le Grand Nord Cameroun, vous allez voir la misère. Même si la perception du gouvernement, c'est que c'est des jeunes qui ont été instrumentalisés. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème, c'est leur pensée. Mais je vous dis, allez dans ces régions, dans toutes les régions du Cameroun, allez dans les villages. Je peux vous dire que pour partir de Yaoundé, atteindre Bikor, qui se trouve à 30 km d'ici, quand il pleut, vous ne pouvez plus y arriver, même avec une 4x4 comme celle de mon collègue Messanga Yamdi. Dans le sud, c'est les mêmes pleurs. On a promis des routes à comme deux, on en parle depuis. Allez en Vomka, le village du président de la République, en dehors de sa maison et des maisons très voisines, c'est la misère. Allez-y, on n'a pas besoin de mémoranda pour ça. Allez à l'Est. Souvenons-nous que ils se sont arrangés le système en place à créer des zones difficiles pour y loger ce qu'on appelle, ce qu'on considère comme étant des renégats, ceux qui ne veulent pas s'aligner. À son arrivée au pouvoir, Paul Biya adopte une nouvelle approche. Le Grand Nord est divisé en 3 provinces donnant naissance à l'extrême nord qui devient un réservoir électoral en pleine expansion composé des populations chrétiennes et animistes. Kirdis est ravi de se libérer de la domination Peul. Il applique une stratégie similaire dans les provinces du Sud, redéfinissant la géopolitique identitaire au profit des Fang et des Boulous, au détriment des autres ethnies forestières. Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons, le Cameroun restera. Sous le mandat de Paul Biya, le Cameroun a vu le nombre des provinces passer de 7 à 10, officiellement transformé en région en 2008, avec un système informel de quotas à respecter concernant l'accès à l'emploi, les ressources budgétaires et les projets de développement. Cela a légitimé les revendications régionales. Tout le Cameroun, en dehors de ceux qui sont les grands bénéficiaires des faveurs du régime, sont ceux-là. D'ailleurs, vous voyez chaque fois qu'il y a un cri de douleur qui vient des populations, vous verrez toujours quelqu'un comme celui qu'on a vu tout à l'heure, M. Mouté Abidias, qui va vous dire on n'a pas de problème. Moi, je suis directeur général depuis 31 ans. Le MBAM n'a pas de problème puisque j'y suis. Un peu comme si, lorsqu'il mange, c'est tout le MBAM qui mange. Lorsqu'il roule dans sa voiture climatisée, c'est tout le MBAM qui roule dans la voiture climatisée. Lorsqu'il va se soigner en Europe, c'est tout le MBAM qui va se soigner en Europe. Alors que la pauvre femme du MBAM, misère, elle n'a même pas 25 francs pour s'acheter un comprimé de Nivaquine ou je ne sais quel produit pour se soigner. Elle ne peut pas aller à l'hôpital parce que l'hôpital n'existe pas. Et lorsque cet hôpital existe,
il n'a aucun plateau permettant de prendre la pauvre misérable du Mbam en charge. Mais vous allez entendre quelqu'un se lever, venir à la télévision, dire regardez, le Mbam se porte bien, j'ai été nommé, j'y suis depuis 30 ans, je représente le Mbam. Dans ce jeu d'échecs géopolitique, Paul Biya se positionne en véritable stratège. En récompensant certains et en sanctionnant d'autres, le président de la République utilise habilement la carotte et le bâton pour diriger le pays tout en neutralisant ses opposants. Par exemple, lorsque Ninjon Frunzi termine deuxième lors de l'élection présidentielle de 1992, Paul Biya nomme Simon H.D. Achou, le cousin de Frunzi, à la primature. Cette manœuvre lui vaut la gratitude du Nord-Ouest, sa région natale, tout en limitant l'influence de Frunzi. Parallèlement, Biya s'assure que le département du Noun, qui fait partie des 8 départements de l'Ouest, est fidèle à l'Union démocratique du Cameroun UDC d'Adamou Damjoya, paye le prix de sa loyauté. Ainsi, bien que Vaste le Noun n'a pu obtenir qu'un poste de ministre délégué au transport. Le pays est stable. Nous n'avons pas que des amis. J'invite les Camerounais à redoubler de vigilance pour conserver leur stabilité mentale, leur stabilité politique. L'ethnicisme s'est répandu comme une épidémie, injectant son venin corrosif dans le tissu même de la coexistence camerounaise. La politique en a fait les frais, avec des conséquences désastreuses. Aujourd'hui encore, dans l'esprit des adversaires du régime de Yaoundé, les préjugés persistent comme une ombre menaçante. Voyez jusqu'à quel point le RDPC a inculqué dans la mentalité des Camerounais que le Cameroun, le triangle national que nous avons, est un gâteau où il faut que chaque région ou alors chaque département se partage sa part. Les gens ne se lèvent pas pour faire un mémorandum pour revendiquer qu'il y ait une bonne gouvernance dans l'ensemble du pays en général, que les enseignants soient mieux traités, que les routes soient goudronnées partout. Mais ils pensent qu'en développant, en exigeant au président de nommer leur fils à tel ou tel niveau, ils seront mieux lotis, ils seront mieux vus, ils seront plus à l'aise dans la société. Mais ils oublient que tant que le voisin n'est pas à l'aise, même s'il se passe de très bonnes choses sur vous, tant que le voisin n'est pas à l'aise, vous ne pouvez pas l'être. Cette méfiance constitue un véritable casse-tête dont la solution semble aussi insaisissable qu'un mirage. Le constitutionnaliste Joseph Oona avait proposé d'instaurer une alternance régionale équitable, une idée audacieuse pour faire tourner le pouvoir suprême entre toutes les régions du pays. Mais sa voix s'était perdue dans le néant. Il est temps que chacun sache que pour que le vivre ensemble ait un sens, il faut que chacun apprenne à rester chez lui, à développer d'abord le chez lui, à s'occuper des affaires publiques du chez lui. Parce que j'entends les gens dire qu'ils développent Douala, et quand je regarde leur région d'origine, elles sont dans la nuit. Et Limbilobé, lorsque vous dites qu'il faut que chacun reste chez lui, il y a justement un argument, apparemment aussi de poids, où on vous fait comprendre que chaque Camerounais devrait se sentir à l'aise partout où il se trouve au Cameroun. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que chacun a le droit de se déplacer librement et de s'installer sous réserve de l'ordre public, de la sécurité. Donc cette réserve est très importante. Si les mouvements de population compromettent la sécurité de ceux qui vous accueillent, il est question d'interroger la pertinence de ce mouvement de population, qui s'accompagne d'ailleurs par des phénomènes économiques extrêmement pervers pour l'ensemble de la nation. Parce que les gens qui devaient cultiver le café ne cultivent plus le café, ils sont à Douala, ils vendent les chaussures chinoises. En attendant la montée des revendications identitaires mêlées à l'érosion dramatique des ressources budgétaires et à l'approche d'élections décisives, transforme le Cameroun en une cocotte minute prête à exploser à tout moment.